Ce balado est une production de Savoir Média. Bonjour et bienvenue à Faits biodivers. Durant cet épisode, nous allons discuter des baleines du Saint-Laurent qui bénéficient de mesures de protection extrêmes. Je m'appelle Alexandre Shields, je suis journaliste spécialisé en environnement et je vous présente la série de balados Faits biodivers qui s'intéresse à divers enjeux liés à la biodiversité d'ici et d'ailleurs. Au fil de 6 épisodes, il sera donc question de la complexité et de la richesse de la biodiversité près de chez nous et partout sur la planète, des menaces qui pèsent sur la diversité animale et végétale, mais aussi des perspectives d'avenir et de protection pour cette biodiversité. On s'intéresse aujourd'hui au cas de la baleine noire, une espèce très menacée dont on a beaucoup entendu parler dans les médias au cours des dernières années. Il faut dire que cette baleine, qui est intimement liée à notre histoire depuis déjà plusieurs siècles, est de plus en plus présente dans le golfe du Saint-Laurent, possiblement en raison des bouleversements climatiques. Pour répondre à ces questions et mieux comprendre l'importance des baleines pour les écosystèmes marins, on discute avec la chercheuse Lynn Morissette, qui est une spécialiste reconnue des mammifères marins. On peut dire que le cas de ces baleines soulève des questions très importantes au sujet de la protection de la biodiversité marine. Jusqu'où faut-il aller pour les protéger? Est-ce que c'est possible de cohabiter avec les baleines? Et pourquoi est-ce si important de protéger les mammifères marins et pas seulement les baleines noires? Lynn Morissette, bonjour. Bonjour. Les baleines noires, j'en parlais en introduction, sont un exemple assez frappant d'une espèce qui a été carrément sauvée de la disparition. C'est une espèce qui a été chassée pendant des siècles. Elle a même servi, avec l'huile de bonne qualité qu'elle arrivait à fournir, à éclairer les rues de plusieurs villes. Elle a été portée donc avec cette chasse-là au seuil de l'extinction. Mais depuis l'arrêt de la chasse, les baleines noires, on peut dire, ne sont pas au bout de leur peine. Selon vous, quelles sont les principales menaces auxquelles ces animaux-là sont exposés aujourd'hui? Bien, en date d'aujourd'hui, les 2 grandes menaces qui contribuent à presque la quasi-totalité de la mortalité de la baleine noire de l'Atlantique Nord, dans les 2 cas, c'est de la faute des humains. On a les collisions avec les navires de transport maritime et puis les empêtrements dans les engins de pêche. Donc ça, évidemment, en plus de ce dont une baleine normale ou un animal normal peut mourir, la vieillesse, la mortalité, des maladies, mais ça, on en voit très, très peu. Donc la très, très grande majorité de la mortalité, c'est vraiment ces 2 causes-là. Et pourquoi est-ce que les baleines noires sont aussi vulnérables aux engins de pêche, donc aux empêtrements dans les engins de pêche et aux collisions avec les navires? Les baleines noires sont un peu plus vulnérables parce que leur comportement comme espèce, dans les cétacés, ils ont un comportement de nage, d'alimentation qui leur donne pas de chance. Elles sont plus lentes, elles vont s'alimenter beaucoup en surface, elles vont interagir donc avec le cordage qui peut flotter en surface et puis comme elles sont souvent en surface, elles peuvent aussi se retrouver sur la route de passage des navires et puis dans des zones où le trafic maritime est quand même important. Donc, tout ça mis ensemble, ça fait que c'est une espèce qui a des comportements et des caractéristiques qui ne l'aident pas vraiment à s'en sortir facilement. On parle des baleines noires parce que, notamment, on en voit de plus en plus dans le Saint-Laurent année après année. Comment est-ce qu'on peut expliquer le fait que parfois, on peut voir jusqu'au tiers de toute la population de baleines noires uniquement dans le Saint-Laurent? Bien, en fait, ça fait longtemps qu'on les étudie, ces baleines-là, parce que c'est une espèce en voie de disparition. Donc, on les connaît pratiquement toutes par leur nom. On sait qu'il y en a autour de 350 là, à l'heure actuelle. Et puis longtemps, on savait aussi où elles passaient leur temps. On sait qu'elles sont au large de la Floride durant l'hiver, puis elles vont remonter dans les eaux canadiennes, américaines durant l'été. Et puis là, mais le gros de la population, on savait qu'elle allait dans la baie de Fundy. Pour la plupart. Il y avait à peu près 60 % de la population qui allait là. Le 40 % qui restait, on ne savait pas trop. Et puis, depuis quelques années, je vous dirais à peu près depuis 2015, on en voit de plus en plus dans le golfe du Saint-Laurent. Au départ, on s'est dit, c'est peut-être le 40 % pour lequel on n'avait pas d'informations, ou c'est peut-être vraiment un déplacement
de ces baleines-là qui quittent la baie de Fundy pour aller se retrouver dans le Golfe. Mais oui, effectivement, d'année en année, on peut se retrouver jusqu'à même la moitié de la population qui vient dans le Golfe du Saint-Laurent. Pourquoi elles viennent ici? Probablement parce qu'elles suivent leur nourriture. Il y a des changements Quand on étudie ces baleines-là, on étudie aussi leur habitat, les ressources dont elles ont besoin. Puis on se rend compte que l'abondance de nourriture, qui est un petit copépode, un zooplancton là, assez petit, de quelques millimètres, qui s'appelle Calanus. Et ce Calanus-là, il y a une variation d'une année à l'autre. Et puis, des années dans la baie de Fundy, il y en a beaucoup. Des années, il y en a moins. Puis là, il semblerait qu'il y en a moins dans la baie de Fundy, mais il y en a beaucoup dans le Golfe du Saint-Laurent. Puis la principale hypothèse qui explique pourquoi on les voit ici, c'est que les baleines suivent leur nourriture. Je le disais en introduction, au cours des dernières années, et plus particulièrement en 2017 et en 2019, on a vu que l'espèce a connu des mortalités records dans le Golfe du Saint-Laurent. On parle en tout de 21 baleines qui sont décédées dans les eaux canadiennes. Ça peut sembler peu, mais sur une population, vous disiez, d'environ 350 individus, alors qu'elles étaient un peu plus de 10 000 avant la chasse commerciale. C'est énorme. Est-ce que ces mortalités-là, concrètement, peuvent menacer la survie de l'espèce? Clairement. Quand on parle de 21 mortalités, en fait, pour que la population se rétablisse à l'heure actuelle, on aurait droit à une mortalité par année ou 0 mortalité par année. Ça, c'est le seuil de tolérance biologique là, pour cette espèce-là, compte tenu de ses paramètres de population, compte tenu de son nombre actuel. Donc, un décès par année, c'est déjà trop. Donc, quand on retrouve 21 carcasses, effectivement, ça fait beaucoup, beaucoup de mortalité. Et c'est un impact de mortalité qui est majeur pour la survie de l'espèce, compte tenu de la quantité de baleines qui nous reste. Il y a des années, c'est plus, il y a des années, c'est moins. Et puis, 2017-2019, effectivement, on a eu on peut presque dire des hécatombes là, en termes de mortalité. Et ça bouleverse ce qu'on sait, puis ça bouleverse aussi ce qu'on essaie de comprendre de ces baleines-là. Puis ça bouleverse nos plans aussi pour essayer de les protéger parce que ça nous met devant un constat qui est assez troublant pour la science parce que ça fait beaucoup de mortalité. Pour répondre à la hausse des mortalités des dernières années, le gouvernement du Canada a mis en place des mesures qu'on peut qualifier de sans précédent pour essayer de protéger les baleines noires. Qu'est-ce qui a été fait au juste de la part du gouvernement fédéral? En fait, on s'est inspiré de nos voisins américains qui ont l'habitude, depuis les années 90 environ, de planifier des mesures de protection ou de coexistence avec les baleines, puis les principales sources de mortalité. Donc, c'est toujours en 2 volets. Le premier volet, c'est d'éviter le chevauchement, tant spatial que temporel. Ça veut dire qu'il ne faut pas que les baleines soient en même temps et au même endroit que les bateaux de pêche ou encore les bateaux de transport maritime. Comment ça se traduit dans le concret? On fait des zones de limitation de vitesse. On a même réussi par le passé à dévier une voie navigable au niveau du transport maritime pour pas que les bateaux soient au même endroit que les baleines. Pour les pêcheries, on va fermer des zones de pêche ou encore on va tenter, comme on a fait cette année, d'aller pêcher plus tôt, avant que les baleines arrivent. Mais pour ça prend une bonne compréhension de où sont ces baleines-là, puis c'est quoi leur cycle de migration, quand est-ce qu'elles arrivent dans le Golfe. La deuxième catégorie de mesures qu'on peut mettre en place, c'est pas des mesures qui sont au niveau de la gestion. C'est des mesures qui sont au niveau du développement technologique qui permettent d'être au même moment, au même endroit, mais avec des technologies qui ne représentent plus des menaces pour ces baleines-là. Donc, on parle de développement de technologies, notamment pour l'industrie de la pêche. Oui, il y a des systèmes de détection aussi pour ce qui est du transport maritime, mais c'est surtout au niveau de la pêche en ce moment chez nous au Canada qu'on a des efforts sans précédent aussi pour développer toutes sortes de nouvelles technologies qui nous permettent de détecter ou de pêcher avec des engins qui limitent la quantité de cordage dans l'eau parce que pour les pêcheurs, c'est vraiment ça qui constitue la principale menace ou le lien avec les baleines. C'est cette corde-là qui sert à relier le casier, souvent de crabe ou de homard, qui est
est au fond de l'eau, et puis la bouée qui leur permet de retracer ces casiers-là puis de les remonter à bord. Donc, la corde verticale qui relie ces deux éléments-là, c'est le gros de la menace. Puis c'est ça qu'on essaie de couper ou de réduire dans les systèmes. Donc, on parle de bouées qui sont attachées au fond puis relarguées avec une télécommande juste au moment où on en a besoin, au lieu de toujours flotter entre deux eaux. De technologies de détection aussi avec des hydrophones qui nous permettent de capter les espèces qui vont passer sur les lieux de pêche, des hydrophones qui sont sur les casiers de pêche pour vraiment comprendre qui est dans le secteur. Toutes sortes de technologies comme ça qui permettent aux pêcheurs d'avoir les engins de pêche les moins dommageables possibles pour pouvoir continuer de pêcher au même endroit sans être une menace. Compte tenu du fait que les baleines fréquentent les mêmes secteurs que l'industrie de la pêche, est-ce que ça vous semble possible de faire cohabiter les deux de façon durable? Bien, il va falloir. Parce que si on réussit à sauver les baleines noires, de toute façon, puis qu'il y en a 2000 dans le golfe du Saint-Laurent dans quelques années, on n'aura pas le choix de développer des façons de coexister et d'être là en même temps. On ne pourra pas effacer les navires de transport maritime. On ne peut pas effacer les bateaux de pêche non plus. Puis, on a des enjeux internationaux aussi, comme par exemple la loi sur la protection des mammifères marins aux États-Unis, qui nous exige d'opérer des pêcheries qui sont au moins aussi bien faites que la norme américaine en termes de protection des mammifères marins. Sinon, on ne peut plus exporter nos produits de la mer à l'étranger, aux États-Unis. Ils n'accepteront plus nos produits. Et puis ça, c'est un incitatif majeur parce qu'on parle d'à peu près 60% des exportations en poissons et fruits de mer qui partent vers les États-Unis. Donc, tout ça mis ensemble, ça nous donne pas le choix de trouver des façons de coexister parce que, d'une part, pour le futur de ces pêcheries-là, ça devient un impératif. Et puis, d'autre part, si les efforts de conservation fonctionnent puis qu'on réussit à avoir des populations de baleines noires qui sont augmentées, on va toujours se retrouver confronté à un défi de coexistence. Donc, fermer des zones de pêche dans l'immédiat pour répondre à une crise, c'est une solution qui est probablement la meilleure, mais dans le long terme, il faut voir des façons de réussir à chevaucher les pêcheurs, le transport maritime puis les baleines, puis de coexister sans être une menace parce qu'on ne pourra pas toujours juste éviter d'être en contact. Est-ce qu'on peut dire que jusqu'à présent, les mesures qui ont été mises en place par le gouvernement fédéral, que ce soit pour les pêches, que ce soit pour le transport maritime, on peut dire que c'est un succès, que c'est une réussite? Ça a fonctionné. C'est sûr que les premières années, on a mis des mesures en place qui étaient très, très radicales. Devant la crise puis l'hécatombe de 2017, je pense qu'on n'avait pas le choix. Là où c'est risqué, où moi, ça me fait réfléchir, c'est que en 2017, donc, on a mis en place des mesures qui étaient assez drastiques. Et l'année d'après, on n'a eu aucun décès de baleine noire. Et ça, c'est un raccourci facile qu'on a fait au niveau du gouvernement de dire, vous voyez, nos mesures ont fonctionné. Il n'y a eu aucun décès en 2018, puis c'est grâce à nos mesures. Le risque avec ça, c'est de fermer le dossier puis dire, mission accomplie, on a réussi, puis de ne plus être aussi alerte à ces dangers-là puis ces défis-là auxquels on fait face. Des populations comme les baleines noires ou n'importe quelle autre espèce marine, ça a des fluctuations annuelles où il y a des bonnes années puis des moins bonnes années. Puis on l'a vu en 2019, l'année d'après, avec les mêmes mesures qu'on essaie toujours d'améliorer, il y en a eu des décès. Donc, c'est pas une année de données qui peut nous permettre de dire « bravo, on a réussi », puis c'est pas non plus 5 années de données qui vont nous permettre de faire ça. Mais, entre l'urgence de la première année, puis les mesures qui sont en place maintenant, il y a une amélioration. C'est beaucoup moins restrictif pour les pêcheurs sans être plus menaçant pour les baleines. Puis je pense que c'est vers là où il faut aller parce que au final, il faut sauver les baleines, mais il faut aussi sauver ces communautés côtières-là qui dépendent eux aussi de la mer.
protection des baleines noires, ça soulève aussi la question de la consommation de crabes ou de homards. Donc, simplement, est-ce que comme consommateur, on doit cesser de manger du crabe ou du homard du golfe du Saint-Laurent? Bien, je pense que c'est important de s'intéresser à l'origine des produits qu'on consomme, de connaître l'histoire derrière le crabe ou le homard qu'on consomme. Puis je vous dirais qu'au contraire, ici, on a la chance au Canada d'avoir des pêcheries qui sont tellement proactives pour protéger justement ces baleines noires-là que la dernière chose à faire, ça serait d'arrêter de manger du crabe ou du homard c'est parce que ces pêcheries-là vont bien que les pêcheurs investissent du temps, puis même des ressources financières à trouver des solutions, puis à devenir encore meilleurs. Et puis, on est même un exemple à l'international au niveau du développement des nouvelles technologies. On fait l'envie de nos voisins américains en termes de développement technologique et d'efficacité de ces solutions-là. Donc, non, au contraire, je pense que c'est bien d'encourager, c'est bien de s'intéresser à l'impact de la façon dont on récolte les produits qu'on consomme. Mais pour le crabe, le homard canadien, je trouve que les efforts pour faire des pêcheries qui sont durables sont sans précédent. Puis, c'est des exemples à suivre et à encourager bien plus qu'à boycotter. Notre économie dépend aussi beaucoup du transport maritime, évidemment, qui passe par une croissance du transport sur le Saint-Laurent, qui est une voie d'entrée importante au Canada puis au cœur de l'Amérique du Nord aussi. Et on prévoit d'ailleurs une croissance de ce trafic-là au cours des prochaines années. C'est même une volonté affirmée des gouvernements. Est-ce que c'est possible, selon vous, de le faire sans menacer davantage, que ce soit les baleines noires ou d'autres espèces de cétacés? Encore une fois, ça serait facile d'une façon utopique de dire « Ah, bien, on arrête le transport maritime, puis on n'en aura plus de problème. » Mais il y a 80% des objets qui nous entourent ou qu'on consomme ou qu'on a dans nos maisons qui sont livrés par navire. Donc, on ne peut pas effacer le transport maritime, mais c'est sûr qu'une augmentation du transport maritime, ça va rajouter un niveau de complexité à ce défi de coexistence-là qui existe. Et puis, encore une fois, c'est la même chose. On a une complexité dans l'écosystème au niveau des usages où il y a des espèces en péril. Il y a des humains qui utilisent le territoire pour toutes sortes de choses. Et il faut trouver une façon d'amalgamer tous ces usages-là pour que ça soit le moins dommageable possible pour le futur. C'est sûr que plus on en rajoute, plus ça devient difficile, puis plus le défi est complexe. Les baleines, on le sait, c'est un objet touristique aussi. Ça fascine les gens, ça fascine les visiteurs. C'est une industrie extrêmement importante au Québec, d'ailleurs. Mais au-delà de nous fasciner, justement, est-ce que les baleines jouent un rôle précis ou particulier pour l'écosystème marin? Bien, les baleines, en général, c'est un indicateur de l'état de santé de l'écosystème. Quand on a des baleines, puis nous, ici, au Québec, on a la chance d'avoir 13 espèces de cétacés qui sont dans nos eaux, mais ça veut dire que le Saint-Laurent est un bon garde-manger, puis quand même un écosystème qui est en santé pour être capable d'accueillir ces espèces-là. Puis au-delà de leur importance écologique, qui est vraiment multifacette, là, souvent on les appelle les ingénieurs de l'écosystème, bien, c'est aussi des ambassadrices de collaboration parce qu'elles font des tellement grandes migrations, puis elles ne connaissent pas les frontières que les humains se sont établis entre les pays, qu'elles forcent les gens à travailler ensemble. Puis ça, on le voit dans l'histoire de la baleine noire, puis c'est assez inspirant, puis fascinant de voir ça. Des gens qui sont de pays différents, qui travaillent main dans la main pour pouvoir trouver des solutions, parce que ce qu'on fait au Canada, ça influence la même population qui va être aux États-Unis quelques semaines plus tard. Donc, le Canada et les États-Unis travaillent ensemble pour la baleine noire, puis je vous dirais qu'une autre chose qui est sans précédent, c'est que l'industrie travaille avec les scientifiques, travaille avec les ONG qui sont là pour les organisations qui sont là pour protéger l'environnement. Et puis, tout le monde tente de trouver des solutions ensemble au lieu de pointer du doigt des coupables. Puis, je pense qu'on met notre énergie à la bonne place quand on fait ça de cette façon-là au lieu d'essayer de trouver des coupables. Puis, au final, ça avance pas plus. Vous venez de mentionner le fait que les baleines sont en quelque sorte des ingénieurs des océans. Qu'est-ce que ça veut dire précisément?
Oui, on appelle les baleines des ingénieurs dans l'écosystème parce qu'il y a toutes sortes de choses qu'elles font dans leur cycle de vie qui nous permettent d'avoir une structure de l'écosystème qui fonctionne mieux, un écosystème qui est en meilleure santé. Par exemple, les baleines vont s'alimenter dans les profondeurs pour plusieurs espèces, puis ensuite, elles vont remonter à la surface, puis juste ça, physiquement, ça fait un brassage de l'eau, mais en plus, quand elles sont à la surface, bien, c'est souvent à ce moment-là qu'elles vont déféquer la nourriture qu'elles auront ingérée et digérée. Et puis ça, ben, c'est comme quand on met de l'engrais dans un champ, ça fertilise la surface de l'océan avec des éléments nutritifs qui sont ce qu'on appelle limitants. Ça veut dire que en temps normal, ces éléments-là sont très, très peu nombreux dans la colonne d'eau. Et puis, c'est une limite pour la prolifération des algues. Ces algues-là, elles font de la photosynthèse. Donc, quand on fertilise le dessus de l'océan, bien, ça permet au phytoplancton, aux plantes dans l'écosystème, de faire de la photosynthèse et donc de capter une partie du CO2 atmosphérique et puis d'en faire de l'oxygène. Quand on parle des forêts amazoniennes qui sont le poumon de la planète, bien, en fait, il faut se rappeler que des poumons, on en a 2. Et puis, le deuxième poumon, c'est l'océan. Et puis, cette machine-là, de faire de la photosynthèse et de capter du carbone, du gaz carbonique atmosphérique, bien, il est propulsé par toutes sortes de choses, mais entre autres par cet effet-là des baleines qui fertilisent la surface des océans. Donc, les baleines ont un rôle à jouer dans le frein au changement climatique parce qu'elles contribuent à cette grande machine-là qui sert à ralentir nos gaz à effet de serre. Les baleines, on le sait, ça fascine énormément de gens, mais comme individu, qu'est-ce qu'on peut faire concrètement pour participer à leur protection? Bien, c'est sûr que quand on voit ces baleines-là qui meurent ou qui font face à la disparition, on voudrait faire quelque chose de très, très concret, puis aller les sauver, partir en bateau, puis aller les sauver. Malheureusement, on ne peut pas faire ça. Mais ce qu'on peut faire, par exemple, pour aider justement à la survie de ces espèces en voie de disparition, comme la baleine noire, c'est de s'intéresser à l'histoire des produits qu'on consomme, de s'assurer que ce qu'on consomme, ça n'a pas un impact sur ces espèces-là en voie de disparition. Puis sinon, bien, je vous dirais s'intéresser à la science aussi. En s'intéressant à la science, puis en mettant la science à l'avant-plan, ça permet de prendre des décisions qui sont basées sur la science et non pas sur des enjeux politiques ou encore des promesses électorales. Et puis ça, c'est super important parce que les baleines, elles sont pas... elles suivent pas des cycles de 4 ans pour leur survie. C'est du travail de longue haleine à long terme. Et puis, il faut se baser sur la science pour prendre les meilleures décisions possibles. Puis, s'intéresser à la science comme citoyen, c'est aussi dire à nos gouvernements que cette science-là est importante et puis la mettre au cœur des décisions quand il s'agit de protéger des espèces en voie de disparition. En terminant, Lynne Morissette, vous êtes bien au fait de ces dossiers-là, vous suivez cette évolution-là de la science, vous y participez vous-même depuis plusieurs années. Est-ce que vous dégagez de ça une note d'espoir ou de désespoir pour la survie, notamment des baleines noires? Je ne peux pas faire autrement que de rester optimiste par rapport à ce qui arrive avec les baleines noires. Ce qu'on voit présentement depuis 2017 avec l'événement de mortalité sans précédent, c'est des efforts inimaginables de gens qui n'avaient pas le réflexe de travailler ensemble avant et puis qui maintenant travaillent main dans la main au point où on devient l'exemple à suivre à l'international. Et ça, juste pour ça, ça me donne le droit de rester optimiste. Et puis, je pense qu'on a réussi à faire des grandes choses en travaillant ensemble. Puis, cette espèce-là, on a déjà réussi à la ramener à des niveaux plus élevés que l'extinction auquel elle fait face. Puis, on est capable de refaire la même chose. On sait exactement ce qu'il faut faire. On a la technologie, puis on a la volonté des gens de travailler ensemble. Je pense qu'il peut avoir un futur qui est prometteur pour l'espèce.
Merci beaucoup, Lynn Morissette, d'avoir accepté de répondre à nos questions. On comprend mieux maintenant que même si les baleines noires peuvent nous sembler un peu mystérieuses, parfois même un peu lointaines, elles font partie de la biodiversité. Elles sont même essentielles à la biodiversité, notamment du Saint-Laurent, donc des eaux canadiennes. Et on comprend mieux aussi pourquoi le gouvernement canadien a dû mettre en place des mesures sans précédent pour protéger cette espèce-là. Merci beaucoup. C'est un plaisir. Dans le prochain épisode, nous allons discuter du cas des cerfs de Virginie du parc Michel Chartrand à Longueuil, une saga qui permet d'ailleurs d'aborder l'éthique de l'environnement. Cet épisode de Faits biodivers accueillait Lynn Morissette, directrice générale à M Expertise Marine, au contenu et à l'animation Alexandre Shields, à la réalisation Marie-Hélène Frenette-Assad. L'idée originale est de Hélène Lorrain, qui en assume également la production déléguée, et Nadine Dufour, la production exécutive. La musique provient de BAM Music Library. Faits biodivers est une balado-diffusion de Savoir Média produite avec la participation financière du gouvernement du Québec.